Le bateau et moi. Pour mon 12e anniversaire, j'ai reçu en cadeau un canot à rame. Il mesurait 2,30 m de long et était bordé à clin. Quand on me demandait son nom, je disais juste le bateau. J'avais un projet pour le bateau et moi, faire le tour complet de l'archipel Pélinge. Les îlots inhabités et tout, les parties intérieures et extérieures, histoire de complètement l'encercler, et ce serait fait. J'ignore pourquoi c'était si important. Le périple pourrait me prendre 24 heures. Alors c'était une bonne idée d'emprunter un sac de couchage, mais sinon rien d'autre que du pain dur et du jus de fruits. Comme papa le dit, il ne faut jamais embarquer un seul objet superflu à bord de son bateau. Le départ était fixé au 20 août, et cela devait rester un secret absolu. Je ne sais pas comment maman a eu vent du projet. Peut-être remarqua-t-elle que j'avais pris le sac de couchage dans la tente. Elle ne fit pas de commentaire, mais me laissa entendre qu'elle était au courant et qu'elle était de mon côté pour ce qui était de duper papa. Lui ne m'aurait pas laissé partir, et je suis presque certaine que maman n'aurait jamais réussi à tromper son propre père, qui ne l'avait jamais autorisé à dormir dans une tente, ni même à porter un col de marin. Un siècle terrible. Quoi qu'il en soit, le bateau et moi étions parés au départ. Le vent était au sud-ouest, depuis quelques jours, et avait tiré les flots vers l'intérieur des terres. Le bateau mouillait à pleine mer jusqu'au câble du bastin, et quand je le lançai, la quille glissa comme sur du velours. Dès qu'il atteignit la mer, il fut pris par la houle, mais je le maintins ferme par le plat-bord, et attendis. Le ciel était blanc et vide, comme il l'est généralement avant le lever du soleil, et les mouettes s'agitaient dans les cieux. Maman arriva soudain en courant, un gilet par-dessus la chemise de nuit pour m'apporter des sandwichs et une bouteille de pomac. « Dépêche-toi, me lança-t-elle, file avant qu'il ne se réveille !» Les départs ne se passent jamais comme on s'y attend. Nous fûmes confrontés à une grosse mer avec un fort vent de travers, et j'avais le plus grand mal à garder l'équilibre. Je pressai les pieds sur le sol et ramai aussi vite que possible. Maman me fit longtemps signe depuis le rivage. Papa ne fait jamais des signes en mer. On est censé le faire que pour signaler quand on est en détresse. Je prenais les vagues de face, mais compris rapidement que c'était une erreur. Il fallait que nous les contournions sacrément vite pour réussir à les franchir. Alors, j'attendis que nous soyons dans un creux raisonnable, puis enfonçai complètement la rame gauche, tout en tirant comme une folle sur la droite. En un instant, nous avions pivoté sur nous-mêmes et la houle nous prit en charge, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tandis que le vent nous poussait vers la pointe la plus éloignée, je songeai soudain que la mer a vraiment besoin d'un bateau sur elle pour affirmer son pouvoir. Je veux dire pour être plus puissante que tout. Peut-être a-t-elle également besoin d'îles, à condition qu'elle soit petite, et pourquoi pas d'une mouette dans le ciel, à condition qu'il soit sans nuages, bien sûr. Puis, le soleil se leva et m'éblouit. Il transforma les embruns en couleur rose chair. Nous fonçâmes de l'avant, contournâmes la pointe, puis soudain, nous nous retrouvâmes bord sous le vent. Tout était silencieux. Bien sûr, on entendait la mer, mais elle semblait distante, car maintenant le vent rugissait à travers la forêt voisine. Ici, dans les hauts fonds abrités, les arbres descendent jusque sur les rochers du rivage. Les îlots semblent voguer comme de petits bouquets flottants et absolument tout est vert. Je le sais, car je suis déjà venu. J'écopais même si très peu d'eau était entrée dans le bateau. Puis nous nous laissâmes dériver quelque temps. C'est l'endroit où vivent les oiseaux d'été, ces gens insouciants que papa méprise. Ils se lèvent tard dans leur résidence de vacances, descendent sur le rivage ou se retrouvent sur leurs pontons branlants, peints en blanc et leurs sonas, puis sautent dans leurs puissantes embarcations métalliques à moteur tape à l'œil. Papa n'a que dédain pour les bateaux en métal. Selon lui, ces jeunes rupins et leurs poules de luxe ne sont rien de moins que des criminels. Ils utilisent 20 chevaux juste pour le plaisir, mettant les vies de tout le monde en danger, sans parler des filets des marins pêcheurs. Bien sûr, je me souviens. La fille toujours installée aussi loin à la proue que possible, bronzée et heureuse, les chevaux au vent, ravie de la sensation de vitesse. Lorsqu'ils étaient passés en trombe, elle m'avait fait signe de la main, mais c'était il y a un sacré bout de temps. Je continuai à ramer. La journée était sans doute très chaude, et un orage s'annonçait. Petit à petit, les hauts fonds s'animèrent. Des gens voyageaient, pêchaient et se baignaient, jouissant de ce monde estival qui ne ressemble à rien d'autre. De jeunes enfants s'élançaient de partout sur des radeaux et des canots. Soudain, l'un de ces bateaux à moteur tape à l'œil, surgit en projetant des vagues comme des arcs-en-ciel autour de son étrave, et le rupin à la barre me lança. « Salut, tu veux que je te remorque ?» Je ne m'abaissai même pas à lui accorder un regard. Un autre arrivait.
Je ramais de toutes mes forces, et lorsqu'il passa en sifflant, je vis la fille aux cheveux volants à la proue, et elle me fit signe. Je continuai à ramer. Ce n'était pas une fille bien, je le savais, mais j'aurais quand même pu lui retourner son salut. Bien qu'en fait, non. Ces gens savaient-ils que leur comportement était ridicule? Sans doute pas. Étais-je injuste à leur égard? Probablement. Peu importe, je continuai à ramer et me rapprocher de l'étroit passage où les hauts fonds s'ouvrent sur le large. Après, les îlots se firent plus rares et la température baissa. Je me rapprochais à présent de l'étape la plus importante de mon périple et il fallait que je m'arrête pour réfléchir. Je jetai l'ancre et sécurisai le bout de la ligne dans la dame de nage. Je n'éprouvais pas le besoin de dormir. En revanche, je sortis les sandwichs de maman. Elle les avait emballés séparément dans du papier paraffiné et sur chacun d'entre eux, elle avait écrit fromage, saucisse, etc. Sauf sur celui où elle avait mis Vive la liberté! Ridicule. Alors je me contentais de manger du pain dur avec son jus de pomme en regardant la lune, qui commençait juste à monter dans le ciel. Elle était encore presque pleine et avait l'air d'un abricot séché. Son reflet sur l'eau s'étendait jusqu'au bateau, et à présent on pouvait à nouveau entendre la mer. C'était le point de bascule. C'est exactement l'endroit où le retour commence, et je pourrais dessiner mon itinéraire sur la carte côtière en le représentant comme une ample boucle de lasso lancée autour d'un archipel. J'arrive aux criques qui font face au large, ces lieux inhabités qui sont mon repère secret, car c'est moi qui les connais le mieux et les aime le plus. Je viens ici lorsque je me sens seul et surtout lorsqu'il y a du vent, ce qui est le cas la plupart du temps. Il y a 5 criques et 6 caps, sans même l'ombre d'une cabane aussi loin que le regard porte. La cabine du pilote ne compte pas. J'avance lentement, au plus près de la côte, m'enfonçant dans les criques avant de contourner les caps. Je ne dois en sauter aucun, car c'est un rituel. Bien sûr, je ne peux m'empêcher de mettre en sécurité les objets rejetés par la mer en les bloquant avec 2 pierres, mais cela n'a rien à voir avec le rituel. C'est juste une chose que n'importe qui fait sans même y penser. Je m'apprête à présent à voir mon territoire du large pour la première fois. C'est important. Je levai l'ancre et me mis à ramer droit dans le chemin tracé par la clarté lunaire. Cette allée est évidemment une vision charmante par temps calme, mais lorsque la mer est grosse, c'est encore plus beau, car elle produit des éclats et des reflets dignes de pierres précieuses partout, et on a l'impression de voguer sur une mer sertie de diamants. À cet instant précis, papa arriva. Je sus que c'était lui, car je reconnus son pinta. Il m'avait donc trouvé, et maintenant la question était juste de savoir s'il était fâché, soulagé ou les deux, et si je devais le laisser parler le premier ou pas. Il coupa le moteur, vint se ranger le long de mon bateau, saisit le plat-bord et me salua. « Salut, répondis-je. Monte, je vais te remorquer. Et maintenant je vais te poser la question une bonne fois pour toutes. Pourquoi faut-il que tu inquiètes ta mère ainsi ?» Il attacha le câbleau de mouillage. « Ton comportement est presque criminel. » Puis, il redémarra le pinta, ce qui coupa court à notre discussion. J'étais assise à la proue, le canot dansait derrière nous, aussi léger qu'une biche, sans prendre la moindre goutte d'eau. Je savais que papa aimait piloter le pinta en mer ouverte, alors je lui laissai ce privilège et me concentrai avant tout sur mon territoire, que je voyais à présent du large. Plus nous nous en éloignions, plus je me rendais compte que, vu de loin, ce n'était rien d'autre qu'une étendue de côte finlandaise extrêmement ennuyeuse, que personne d'autre n'aurait jamais la moindre envie de voir, ce qui me convenait très bien. Ils pouvaient tous rester à leur place s'ils ignoraient ce qu'était la beauté. Je retirai ma casquette, lâchai mes cheveux au vent et pensais à autre chose. Papa avait trouvé les sandwichs et les avait mangés. C'était une très belle nuit. Il commença à jouer et à faire de l'épate dans les vagues en me jetant un regard de temps à autre. Mais je feignis de ne rien remarquer. Le jour commençait à poindre. À l'extérieur de la crique qui habite notre maison, il contourna Alstein en une courbe aussi serrée qu'intelligente. Il garda en permanence le câble de remorque lâche afin que le canot puisse atteindre la côte en douceur. Lorsque nous nous approchâmes de la colline, papa déclara « Ne fais plus jamais ça, tu es prévenu ?» Nous nous souhaitâmes bonne nuit. La lumière gagnait rapidement en intensité. Le ciel était grand et blanc, comme il l'est généralement avant le lever du soleil.